Bonjour Johan Tillwin, vous êtes journaliste au Monde Afrique, auteur de nombreuses enquêtes dans le cadre de consortiums de journalistes, dont la dernière intitulée les Congo Files. Expliquez-nous un peu la genèse de cette dernière enquête. Alors en fait, c'est une fuite de données interne aux Nations Unies, auxquelles on a eu accès Le Monde, RFI, Süddeutsche Zeitung, Foreign Policy et la télévision suédoise publique. Donc on a travaillé en petit consortium, cette fois, pour traiter ces milliers de documents internes qui portent sur les différentes enquêtes et les évolutions des découvertes des enquêteurs des Nations Unies sur le meurtre de ces deux experts. Tués en mars 2017, il faut le rappeler, alors qu'ils menaient des enquêtes sur les violences en RDC. Voilà, en fait, ils sont des membres du groupe des experts des Nations Unies. Ils travaillaient sur les violences qui sévissaient dans les provinces du Kasaï, notamment au Kasaï central, où ils ont perdu la vie suite à un assassinat en mars 2017. Ouais. Et vos enquêtes, vos papiers, notamment publiés avec RFI, montrent une responsabilité des dirigeants onusiens pour masquer la vérité. En fait, ça montre qu'il y a eu des enquêtes assez poussées de la part des Nations Unies sur place, notamment de la police des Nations Unies, UNPOL, qui a découvert des éléments, qui a accumulé des éléments assez intéressants et qui ont vraiment pu aller à un degré d'enquête assez approfondi. Et une partie de ces découvertes-là, en fait, n'ont pas été transmises au Conseil de sécurité. Pourquoi? C'est la question qu'on pose. Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a-t-il écarté des éléments dans le comité d'enquête qu'il a mandaté, qu'il a chargé de poursuivre l'enquête? Oui, il faut rappeler qu'on est dans une période assez délicate en RDC, avec des élections programmées à la fin de l'année, que la communauté internationale dépense énormément chaque année pour la stabilisation de ce pays, et que peut-être les Nations Unies n'ont pas intérêt à intervenir assez directement actuellement dans un processus en cours. Mais en tout cas, les syndicats de l'ONU demandent l'ouverture d'une nouvelle enquête. C'est la conséquence directe de votre travail. Absolument, il y a eu ce communiqué, cette requête du syndicat des travailleurs internationaux au sein de l'ONU qui demande à Antonio Guterres de lancer une nouvelle enquête pour que la vérité soit établie, et en tout cas pour que les éléments des enquêteurs de l'ONU ne soient pas écartés de la décision politique de l'ONU. Johan Tillwin, ces 3 dernières années, vous avez beaucoup travaillé au sein de consortiums de journalistes, notamment sur les Panama Papers, sur les HSBC Leaks, sur les Paradise Papers aussi, à chaque fois dans les volets Afrique, des enquêtes sur les fuites d'argent, notamment qui viennent d'Afrique, qui peuvent provenir de dirigeants au pouvoir ou de gens qui sont proches. Comment on travaille au sein de ces nouveaux consortiums de journalistes? Alors Le Monde, en fait, est membre de l'ICIG, donc le consortium international de journalisme d'enquête qui est basé à Washington. Et en fait, on travaille dans le cadre de ces opérations-là sur des quantités de données qui ne sont pas traitables, ne sont pas digérables, ne sont pas utilisables par une seule rédaction, une seule journaliste. On travaille sur des millions de documents, par exemple. Paradise Papers, c'était près de 19 millions de documents, etc. Donc, en fait, tout l'intérêt, c'est de mettre en commun, avec des rédactions bien identifiées, toutes ces données pour que tous les journalistes travaillent ensemble sur la même matière, et ce, à travers une plateforme cryptée, extrêmement sécurisée d'un point de vue informatique, pour qu'ensuite, en fait, chaque rédaction, chaque journaliste puisse extraire la moelle qui lui permet de tirer les fils d'enquêtes qu'il souhaite mener, qui sont soit en lien avec son pays, sa zone, etc. Qui a la primeur de l'information dans ce genre d'enquête? Parce qu'à partir du moment où on partage, on a des logiques assez individualistes quand même et concurrentielles dans les médias. Est-ce que chaque média peut tirer les angles? Absolument, chaque média peut tirer les angles. On a ensuite une plateforme, dans le cadre de la CIG, on a une plateforme d'échange qui est une espèce de Facebook crypté dans lequel on partage. Et en fait, contrairement à des vieilles traditions un peu individualistes de journalisme, notamment en France, où les journalistes aiment bien travailler dans leur coin, avoir leur propre signature, etc., etc. Là, on est dans une logique de partage et de collaboration, parce qu'on se rend compte que ça démultiplie les capacités d'enquête, ça démultiplie l'impact, et on est beaucoup plus efficace et plus intelligent, en fait, à plusieurs. Est-ce que c'est devenu un business pour les cabinets d'intelligence économique? Est-ce qu'il y a des instrumentalisations aussi qui peuvent être faites par des structures privées ou par des États qui peuvent fournir ces leaks à des consortiums de journalistes? Alors,
Nous, c'est pas le cas des leaks. Les sources sont le plus souvent des lanceurs d'alerte, des gens qui sont à l'intérieur des sociétés et qui décident pour des raisons éthiques de faire fuiter des données le plus souvent. Maintenant, évidemment, oui, c'est un business à côté. Il y a des cabinets d'intelligence économique qui recrutent des hackers pour faire des opérations offensives afin d'extraire les données des systèmes d'informatique de cibles, pour ensuite les faire fuiter dans la presse. On l'a vu notamment dans des cas comme un conflit entre un oligarque du Kazakhstan et l'État même du Kazakhstan, avec des fuites de données qui se sont retrouvées sur la place publique. On sait que voilà, les Russes ont mené des opérations, etc. Les leaks peuvent devenir un business de par l'impact que ça génère. Quand une centaine de médias sortent en même temps des articles basés sur une même base de données, l'impact est immédiatement global, etc. N'est-ce pas une couverture aussi pour vous, le fait que plusieurs médias sortent en même temps les mêmes? C'est peut-être moins facile de vous attaquer. Alors ça permet aussi de diluer évidemment le risque judiciaire, notamment quand on s'attaque entre guillemets à des gros poissons qui ont les meilleurs avocats du monde. Et ça, c'est un des avantages. Mais vraiment, le travail, le but, c'est de maximiser l'impact et de maximiser les trouvailles surtout, et la collaboration entre journalistes. Que des sources ensuite fassent que du business, fassent des fuites de données à des fins d'intelligence ou de déstabilisation. Là-dessus, il y a un très très bon livre que je vous invite à lire, ce qui est le seul à ma connaissance, de Pierre Gastineau et de Philippe Basset, qui s'appelle justement Armes de déstabilisation massive, qui est à ma connaissance le seul livre qui porte un regard critique sur les leaks. Cette nouvelle arme de déstabilisation massive, vous reprenez le titre d'un livre, a des conséquences directes. On l'a vu, je crois qu'il y a un premier ministre islandais qui a démissionné. Est-ce qu'il y a un impact aussi pour les sociétés offshore ou les pays offshore, le Luxembourg, ou pour des cabinets juridiques qui peuvent héberger certains montages financiers? Mossack Fonseca, qui est le cabinet d'avocats panaméen, qui était au cœur dont les données étaient au cœur de l'opération dite Panama Papers, a fermé suite aux révélations qui ont été publiées dans les différents journaux et médias membres de ICIG. Ouais. Et vos enquêtes sont aussi directement utilisées pour le travail des juges aussi maintenant? Oui, le parquet national financier en France s'appuie notamment sur les Panama Papers pour diligenter ses enquêtes et aller plus... Oui, tout à fait. Ouais. C'est une tendance. Johan Tillwin, merci beaucoup. Merci à vous, Pascal.